Nous sommes réunis tous ensemble pour une séance d'information sur l'endométriose et sa prise en charge pluridisciplinaire. Et donc je serai accompagnée tout au long de la présentation par l'ensemble de l'équipe. Au programme, c'est le menu de ce soir, nous allons expliquer ce qu'est le Centre liégeois d'endométriose. Nous allons évoquer son antenne luxembourgeoise. Nous allons reprendre ensemble les projets passés et actuels. Ensuite, nous allons nous concentrer sur l'essentiel du sujet, c'est-à-dire l'endométriose. Nous allons la démystifier ensemble, reprendre ce que c'est. Nous allons reprendre sa prévalence, ses symptômes, ses étiologies et bien entendu, nous allons essayer de comprendre son développement. Plusieurs théories l'appuient. Nous reprendrons ensemble la phase de bilan. Donc c'est vraiment le parcours que vous suivez au sein de l'équipe. Donc il y a la phase de bilan, la phase de prise en charge médicale et puis nous développerons la prise en charge paramédicale. Nous avons choisi de pouvoir étayer 3 autres thèmes. Le premier c'est la douleur, le deuxième l'infertilité et le troisième c'est l'adolescence et l'endométriose. Nous terminerons par l'intervention de Laura, qui est présidente de l'association Toi mon endo. L'endométriose est une pathologie complexe dont le diagnostic est relativement compliqué. Bien que la maladie ait une physiopathologie relativement facile à comprendre et qu'elle donne des symptômes facilement reconnaissables puisqu'ils sont toujours liés à l'apparition des règles, le diagnostic a depuis longtemps été retardé et cette maladie a longtemps été négligée. Et devant ce constat, en 2010, nous avons créé le Centre liégeois d'endométriose dont le but est d'essayer de à la fois faciliter le diagnostic et améliorer la prise en charge des patients souffrant de cette maladie. Le but étant d'essayer de rassembler autour de ces femmes présentant cette maladie tous les médecins ayant des compétences particulières dans la prise en charge de cette pathologie complexe. Afin de permettre la prise en charge de ce type de pathologie aux patientes venant du Luxembourg, nous avons ouvert une antenne au Luxembourg dont le médecin responsable est le docteur Gilles Carré. Donc au Luxembourg, vous avez la possibilité d'avoir tout ce qui est offert aux patientes du centre liégeois d'endométriose, mais directement sur la province de Luxembourg. C'est ainsi que, outre la mise au point, le diagnostic et la prise en charge post-opératoire, il y a également une équipe de paramédicaux qui pourront vous aider dans l'accompagnement avec une infirmière, des kinés spécialisés, acupuncteurs, même la prévention est possible là-bas avec des micronutritionnistes. Par contre, la chirurgie se fera ici au centre d'endométriose du Mont-Légia. Il n'y a pas de possibilité encore d'avoir cette prise en charge sur le Luxembourg. Les missions du CLE seront d'abord d'offrir un diagnostic précoce, complet et une stratification complète de la pathologie endométriosique. En fonction de cette stratification, il va y avoir une mise en place d'un traitement qui sera adapté en fonction de chaque pathologie et de chaque patient. Chaque dossier sera discuté en réunion multidisciplinaire qu'on appelle des RCP, afin justement de proposer à chaque patient un schéma thérapeutique qu'elle pourra poursuivre, qui la suivra tout au long de son parcours d'endométriose. La mission suivante sera de promouvoir la recherche, essentiellement dans notre centre la recherche clinique, parce que nous ne sommes pas une équipe universitaire, donc recherche clinique, mais ça ne nous empêche pas de participer à des études multidisciplinaires, donc de manière coopérative avec plusieurs centres de prise en charge de l'endométriose. L'endométriose est une pathologie qui ne se décline pas sur une intervention chirurgicale unique. Il y a toute une prise en charge qui doit se faire dans la continuité. Le but de notre centre est également de vous offrir cette possibilité-là, d'avoir un continuum dans la prise en charge de votre pathologie
et nous allons vous donner un profil de traitement, un suivi de traitement qui vous suivra tout au long de votre histoire de femme avec endométriose. Notre équipe est constituée de gynécologues, radiologues, urologues et chirurgiens abdominal, gastro-entérologues si nécessaire, pneumologues, également une grosse équipe d'algologie. C'est très important puisque un des signes importants de la maladie c'est la douleur, donc il est important d'avoir une prise en charge complète de cette pathologie-là. Et alors, particularité de notre centre, nous travaillons également avec un gynécologue pédiatre, ou plutôt une équipe de gynécologues et de pédiatres, qui vont permettre aux très jeunes patients d'avoir une prise en charge de la pathologie sans avoir le traumatisme d'une consultation chez un gynécologue. À côté de ça, pour vous accompagner, il y a les infirmières spécialisées, infirmières coordinatrices, et puis alors il y a toute l'équipe des accompagnants, des paramédicaux, avec psychologues, kinés, nutrithérapeutes, sexologues, sophrologues, donc un ensemble de professionnels de la santé qui seront là pour vous accompagner tout au long de votre pathologie. Un des buts du centre clé est aussi de faire une promotion de la connaissance de la maladie. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons également des missions de prévention et d'information, ainsi que de formation à la fois des patientes et des médecins et des paramédicaux. Alors le clé, ce sont aussi des actions de prévention, d'information et de formation pour tous. Il y a une participation active à des campagnes de sensibilisation, et vous voyez ici, une action de la province de Liège, qui chaque année se renouvelle. Nous avons la participation à de nombreuses interviews, nous avons la participation annuelle au festival Images et Santé, qui permet de pouvoir ouvrir un peu les coulisses de votre prise en charge. Pour les patientes et leurs proches, nous avons des séances d'information régulières, nous avons des conférences ciblées que nous allons développer au fur et à mesure. Nous avons des demandes au niveau de l'adénomiose, au niveau de l'infertilité, au niveau de la prise en charge de la douleur et au niveau des adolescentes. Nous avons des ateliers qui seront proposés 2 fois par an. Nous avons l'alimentation anti-inflammatoire, nous avons un atelier d'hypopression avec notre kiné et nous aurons des cafés sexo. Pour les professionnels de la santé, pour pouvoir sensibiliser un plus grand nombre et essayer de diminuer le temps d'errance diagnostique, nous avons des actions de sensibilisation au niveau des médecins traitants en essayant de mettre au point avec eux un algorithme au niveau de la prise en charge. Alors ça, c'est vraiment une action au long cours qui nous tient particulièrement à cœur. Nous avons une sensibilisation du politique. Et donc hier encore, nous avions des conférences qui avaient été développées pour le monde de la santé et le monde du politique. Nous sommes en concertation avec la députée Florence Cotter, dont nous avons discuté avec elle, échangé avec elle afin de la sensibiliser à vos parcours. Et nous avons actuellement une réflexion autour de la création de centres experts qui vont réunir donc sur le plan national différents médecins concernés, donc spécialisés. Nous avons évidemment les associations de patientes sur lesquelles nous comptons énormément. C'est votre porte-parole et donc il s'agit de pouvoir, au départ des associations de patientes, de prendre en considération vos besoins et de pouvoir développer alors une prise en charge adéquate. Il y a l'aspect de formation continue et de recherche. Nous faisons des revues de la littérature au sein de l'équipe. Nous essayons de pouvoir les partager au sein de temps de réunion de concertation. Nous suivons des travaux de fin d'études et évidemment nous souhaitons développer le pôle recherche.
L'endomètre est donc la muqueuse qui tapisse l'intérieur de la cavité utérine. L'endomètre ne doit se trouver qu'à ce niveau et il est dépendant du cycle hormonal et répond à la stimulation des hormones. L'endométriose, c'est le développement de cet endomètre, en tout cas du tissu qui s'y apparente, en dehors de la cavité utérine. On peut en retrouver au niveau de l'intestin, au niveau des ovaires, dans le ventre de façon générale, voire en dehors de la cavité pelvienne. La prévalence de l'endométriose, ça dépend un petit peu des groupes dans lesquels on recherche la maladie. Dans la population générale, c'est 1 à 2% des patients féminines. Et dans la population des dames âgées de 30 à 40 ans, c'est de l'ordre de 10%. Quand c'est une patiente qui vient nous voir pour l'infertilité, on a jusqu'à 20% de patients qui présentent de l'endométriose. Et ça augmente encore dans le cadre de douleurs pelviennes puisqu'on atteint quasi 25%. Les symptômes de l'endométriose peuvent être divers et variés en fonction de la localisation des lésions, raison pour laquelle en consultation on accorde beaucoup de temps sur les symptômes que vous nous décrivez puisque ça nous permet d'orienter à la fois le diagnostic, le bilan dans le cadre des examens complémentaires. Donc ici on a refait une liste non exhaustive des différents symptômes. Le principal symptôme c'est la dysménorrhée qui veut dire tout simplement les règles douloureuses. On peut retrouver également de la dyspareunie profonde, donc ça c'est les douleurs à la pénétration lors du rapport sexuel, des troubles du transit, des douleurs en allant uriner, également des douleurs aux épaules, mais j'insiste surtout, ces symptômes sont ce qu'on appelle cycliques, c'est-à-dire qu'elles s'observent le plus souvent durant les règles, surtout au début de la maladie. Ensuite, ça peut s'étendre plus au long, un petit peu avant, un petit peu après les règles, mais ce qui met surtout la puce à l'oreille, c'est quelque chose de cyclique. Il y a aussi de l'infertilité, mais il y a aussi, et je tiens à le dire quand même, c'est important, des patientes qui ne sont pas symptomatiques de l'endométriose et qui viennent nous voir en consultation, par exemple, après la mise en évidence d'endométriose dans un autre contexte. Une patiente qui est par exemple opérée d'une crise d'appendicite dont le chirurgien digestif nous réfère la patiente pour bilan d'endométriose suite à la mise en évidence de cette pathologie lors de la chirurgie de l'appendice. Alors, l'origine de la maladie, ça c'est la grande question, puisqu'on n'a pas une origine formelle, on pense que c'est plutôt plurifactoriel. Le reflux menstruel est le plus connu, on va dire, et qui explique en tout cas une partie de l'endométriose. Vous avez en fait une communication entre la cavité pelvienne, donc le ventre, le bas du ventre et l'endomètre, avec un reflux durant les règles via les trompes de cet endomètre, de cellules endométriales qui peuvent alors aller s'implanter au niveau des différents organes de la cavité abdominale. On pense aussi qu'il y a des facteurs héréditaires, puisqu'on se rend compte qu'il y a des familles, entre guillemets, type endométriose, la sœur, la maman, qui ont développé aussi de l'endométriose précédemment. Maintenant, ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses entre les facteurs héréditaires et environnementaux, puisque, en général, la maman a grandi dans le même environnement que sa fille, et il n'y a pas encore à l'heure actuelle de gène formel identifié où on se dit, voilà, si j'ai ce gène-là, je développe de l'endométriose. On pense aussi qu'il y a une origine embryonnaire, un dérèglement de l'apoptose. Donc l'apoptose, c'est le mot barbare pour dire mort cellulaire. Normalement, les cellules sont censées se détruire de façon physiologique et on a observé que dans l'endométriose, ces cellules avaient perdu cette capacité à se détruire. Donc là, c'est le petit schéma qui illustre le reflux menstruel. Donc les petites cellules vont se détacher de l'endomètre pendant les règles et vont monter via les trompes pour ressortir dans la cavité abdominale et pouvoir aller ainsi s'implanter et donner des lésions d'endométriose à distance. Donc ici vous avez un schéma, vous allez le revoir plusieurs fois sur la présentation, qui illustre la vision que l'on a quand on vous opère. Il faut imaginer qu'on regarde via votre nombril et qu'on regarde vers le bas, vers vos jambes. On a au centre l'utérus,
avec de part et d'autre les trompes qui vont jusqu'aux ovaires, en arrière l'intestin et devant la vessie. Donc ici on a essayé de représenter une endométriose légère, vous voyez des petits points colorés à la surface de l'ovaire, à l'arrière de l'utérus, dans la partie la plus basse de la cavité pelvienne qu'on appelle le Douglas. Et ces petites lésions sont de petite taille, assez superficielles, donc ça en fait un stade léger. Dans l'endométriose modérée, vous voyez que les lésions ont tendance à s'étendre un petit peu plus et à former des adhérences entre les différents organes. Donc les adhérences, c'est des structures qui vont empêcher la mobilité des organes entre eux. Donc ici, on a illustré des adhérences entre, par exemple, l'ovaire et l'utérus devant. Et le stade sévère, c'est toutes ces lésions qui sont de plus en plus importantes et qui peuvent, comme vous l'imaginez, donner de plus en plus de symptômes. Donc ça, c'est deux lésions typiques d'endométriose. Donc c'est une vue de profil. Il faut imaginer que l'on vous voit de profil avec sur la gauche de l'image l'avant et sur la droite de l'image l'arrière avec le sacrum que l'on voit vers la fesse. Et donc nous avons un nodule du repli vésico-utérin qui est illustré ici, donc développé entre la vessie et l'utérus. Ça permet aussi d'illustrer les symptômes. Donc quand en consultation on vous fait des questions un petit peu bizarres, vis-à-vis de quelqu'un, je dis toujours qu'il ne faut pas s'étonner, puisque ça nous permet d'orienter. Quand une patiente vient avec des plaintes urinaires, on peut déjà se douter de la localisation principale de la lésion. Et ici à l'arrière, c'est un nodule de la recto-vaginelle qui va donc entreprendre le gros intestin en arrière et qui peut s'étendre à l'utérus ou au vagin. Ça, c'est une forme particulière d'endométriose qui, je pense, porte mal son nom ici. L'adénomiose, c'est donc la forme de l'endométriose utérine. Donc, tout à l'heure, je parlais d'endomètre qui va se développer dans la cavité abdominale. Ici, on voit que les petites lésions sont vraiment dessinées dans le muscle utérin lui-même. Et ces lésions sont responsables, elles aussi, de règles douloureuses, mais plutôt aussi de règles hémorragiques. Donc on a déjà évoqué tout à l'heure la prise en charge pluridisciplinaire, qui est vraiment le point le plus important, je pense, dans notre centre, avec différents intervenants, notre infirmière coordinatrice, notre psychologue, des infirmières, des secrétaires. On a encore l'occasion de développer plus loin le côté pluridisciplinaire avec les différents intervenants ce soir, donc je ne vais pas trop m'étendre ici. Donc concernant la phase du bilan, c'est le premier point le plus important. J'accorde énormément d'importance à l'anamnèse, donc ça c'est les questions qu'on vous pose en consultation. En fonction de vos réponses, ça nous guide dans le type de lésion potentielle que vous pouvez avoir. Le toucher vaginal qui reste inévitable, qui est surtout aussi là pour orienter les éventuels bilans complémentaires. C'est pas le meilleur moment de l'examen, enfin de la consultation, mais c'est incontournable. L'échographie vient alors aussi dans la première consultation que l'on fait ensemble, où on recherche ces lésions d'endométriose au niveau de la vessie, au niveau de l'intestin, dans le muscle utérin lui-même, sur les ovaires. On pourra aller parfois proposer un bilan complémentaire par IRM, ça je reviendrai après aussi. La colonoscopie virtuelle, c'est pas pour tout le monde, ça dépend de la localisation des lésions, des symptômes, est-ce qu'il y a une indication chirurgicale ou pas, mais tous ces examens complémentaires sont là pour établir une cartographie précise de la maladie et pouvoir faire une stratification. La laparoscopie ne sera pas proposée d'office, donc ça c'est la chirurgie qui permet de confirmer le diagnostic. Parfois c'est inévitable, on a des plaintes d'endométriose, mais tous les bilans réalisés restent négatifs. Et si on ne s'en sort pas avec le traitement médical, parfois on vous propose la laparoscopie. Et le mot final, c'est pour l'anapathe. C'est le médecin qui regardera derrière son petit microscope et qui nous confirmera que ce que l'on a enlevé correspond bien à l'endométriose. Ici, vous avez une illustration d'un nodule digestif
avec devant l'utérus, le nodule qui est un peu plus noirâtre sur l'image, qui se développe donc entre l'utérus et le rectum en arrière. Ici, une illustration d'un nodule recto-vaginal assez typique et facile à voir, qui se développe donc en arrière de l'utérus et qui va aller se prolonger vers l'intestin. De nouveau, ça permet vraiment de comprendre pourquoi on vous pose des questions assez spécifiques sur vos symptômes, puisqu'on se doute que dans ces cas-là, on peut avoir des plaintes non seulement à la pénétration profonde, des plaintes digestives importantes. Ici aussi, une autre illustration d'IRM d'un nodule vésical. On voit que ça dégrignote déjà une partie de la vessie devant. Et de nouveau, on a des symptômes durant les règles de type urinaire. Ça, c'est une illustration de la colonoscopie virtuelle. Donc, de nouveau, si on suspecte uniquement un nodule vésical, on ne va pas vous imposer de passer par une colonoscopie virtuelle, ça n'apporterait rien. Mais ça peut faire partie du bilan. Et ici, on a une image typique entre lion et pomme qui montre un rétrécissement de la lumière intestinale. Donc, la lumière intestinale, c'est quoi? C'est le tube intestinal qui réduit et qui est beaucoup plus petit qu'en amont ou en aval. Donc ici, c'est une image que j'ai déjà décrite tout à l'heure, c'est la vision que l'on a en cours d'opération avec l'utérus, la vessie en avant et l'intestin en arrière. L'endométriose est une maladie hormonodépendante. La maladie va progresser en fonction de l'évolution du taux hormonal présent dans le corps. Le but du traitement hormonal va être de provoquer une aménorrhée, donc de bloquer les règles de telle sorte que la maladie ne continue pas son évolution. Alors il y a plusieurs possibilités pour essayer de bloquer les règles. Les traitements les plus classiques sont la prise d'une pilule œstroprogestative comme une pilule classique, les pilules que l'on prend habituellement pour la contraception. Une autre possibilité, ce sera de prendre que la composante progestative d'une pilule. Ces traitements, comme tout traitement, ont des effets secondaires. On vous demandera d'essayer de supporter les effets secondaires, en tout cas pendant une période minimum de 3 mois, avant d'éventuellement changer les traitements. Sinon, il n'y a pas de possibilité de suivi sur le long cours. À côté de l'hormonodépendance, cette maladie est une maladie inflammatoire. Donc l'autre possibilité de traitement sera un traitement anti-inflammatoire, ce qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme le diclofénac, Voltaren ou autres de ce type-là. Donc ces traitements-là auront essentiellement une action symptomatique en faisant disparaître la douleur. Une possibilité de renforcer l'action anti-inflammatoire, c'est la prise de curcuma. Le curcuma a une action anti-inflammatoire de fond importante dans la prise en charge de la maladie. En plus de ça, elle a une action anti-angiogénique, c'est-à-dire que cette molécule va éviter le développement de nouveaux petits vaisseaux qui pourraient favoriser le développement d'endométriose également. Donc c'est un traitement de fond qui est très très bien supporté et qui a une action de base importante dans le traitement et la prévention de l'endométriose. Dans la prise en charge de l'endométriose, il y a un volet chirurgical important. D'abord parce que le diagnostic de l'endométriose est un diagnostic chirurgical, donc c'est la seule moyen d'affirmer avec certitude qu'il y a l'endométriose, c'est de faire une laparoscopie pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur du ventre et éventuellement prendre un petit morceau de tissu pour faire une biopsie. Et en plus de ça, une bonne partie des lésions ne vont pas répondre au traitement hormonal parce qu'il y aura trop de fibrose, plus assez de récepteurs hormonaux à l'intérieur. Et donc, il sera nécessaire de réaliser une exérèse des lésions. On va essayer de faire le moins de séquelles possible, essayer de restaurer l'anatomie de telle sorte que non seulement on va traiter la douleur, donc due à la maladie elle-même, mais en plus de ça, restaurer la fertilité en restaurant l'anatomie perturbée par la maladie. Alors, la grande particularité de la chirurgie de l'endométriose est que c'est une chirurgie qui doit être radicale d'emblée. Il est très compliqué de refaire une chirurgie après une première chirurgie qui a été incomplète.
Pourquoi? Parce que les lésions d'endométriose que l'on laisse dans le ventre vont se scléroser, provoquer une espèce de rétraction qui va avoir comme conséquence de rétracter les tissus que l'on veut préserver. Et donc la chirurgie risque, vu cette rétraction, d'abîmer un petit peu plus ces tissus que l'on veut restaurer. Donc il est vraiment capital de faire une chirurgie qui soit la plus complète possible, toujours en gardant en tête que l'endométriose n'est pas une maladie maligne, c'est une maladie bénigne. Et donc, quand on fait la chirurgie, on doit enlever le plus de lésions possible, mais ne pas être trop traumatisant pour les tissus restants, puisque justement notre but principal, c'est une amélioration de la qualité de vie et ne pas avoir un effet néfaste sur la fertilité de la patiente. Alors la majorité des interventions chirurgicales se feront par voie laparoscopique, donc avec une petite caméra que l'on met par le nombril, on met de l'air dans le ventre, ça nous donne un accès à l'intérieur du ventre qui va nous permettre, dans notre équipe, avec un laser CO2, d'aller détruire spécifiquement toutes les lésions d'endométriose. Sur cette image, on voit une image reconstruite, dessinée d'un pelvis. Ce qu'on a dessiné en rouge et en vert, ce sont des petites taches d'endométriose. Comme je vous l'ai dit, le laser va nous permettre d'aller détruire spécifiquement ces lésions d'endométriose. Donc le but est de détruire les lésions d'endométriose et de faire disparaître la maladie. Maintenant, l'endométriose étant due à un reflux de sang des règles, s'il n'y a pas un traitement préventif qui est mis en place derrière, cette pathologie va toujours revenir. Donc comme je le disais précédemment, la chirurgie de l'endométriose n'est pas une fin en soi, donc elle est toujours accompagnée d'un traitement de prévention, de telle sorte que, une fois la remise à zéro de l'endométriose, elle ne se développe plus par le traitement préventif que l'on instaure derrière. La chirurgie la plus complexe dans la prise en charge de l'endométriose est la chirurgie du nodule de la lame rectovaginale. Ce nodule qui se développe entre la face postérieure du col, le sommet du vagin et la face antérieure du rectum. Comme je l'ai déjà expliqué, la pathologie endométriosique n'est pas un cancer, c'est une pathologie bénigne. Donc la prise en charge donc le but de la prise en charge doit être vraiment d'améliorer la qualité de vie, d'éviter le développement d'une pathologie qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'ensemble de la santé de la patiente, mais certainement pas, comme ce serait dans le cas d'un cancer, elle ne doit certainement pas être radicale. Donc on peut laisser un petit peu les lésions d'endométriose. C'est pour ça que dans la prise en charge de cette lésion d'endométriose, il y a essentiellement deux possibilités. Soit on fait ce qu'on appelle un traitement conservateur, c'est-à-dire le shading, donc avec un laser, on va suivre la ligne orange, on va rentrer dans la lésion d'endométriose, risquer de laisser un petit peu de lésion d'endométriose dans la face antérieure du rectum, mais limiter les conséquences sur l'éventuelle qualité de vie de la patiente. L'autre possibilité, dans les lésions qui sont plus sévères, ce sera de faire une résection segmentaire. Ça, ce sont les deux lignes rouges, où on va couper un morceau d'intestin au-dessus et en dessous et de faire une créanastomose. Le gros avantage d'une chirurgie conservatrice est que les risques de cette intervention-là sont bien moins importants que les risques d'une intervention où on va enlever un morceau d'intestin. Les risques sont moins importants. L'autre gros avantage, c'est que les séquelles fonctionnelles de cette chirurgie-là sont également moins importantes. Pourquoi? Parce que contrairement à l'intestin plus haut situé comme l'intestin sigmoïde, qui en soi est un tuyau faisant descendre les selles, le rectum, lui, a une fonction importante dans la continence et dans la sensation d'exonération. Si on enlève un morceau de rectum, il est possible que cette fonction de réservoir du rectum disparaisse pendant un certain temps et que la patiente, dans les semaines, mois, voire parfois années qui suivent, va devoir aller à cette très souvent. Donc voilà. Donc
la politique que l'on a dans le service, et c'est celle que l'on retrouve un peu dans tous les centres d'endométriose, c'est que lorsqu'il y a des lésions qui sont bas situées, lorsque ces lésions sont uniques, on va essayer de faire une chirurgie conservatrice, donc essayer de préserver le rectum, quitte à laisser un petit peu d'endométriose sur celui-ci. Et lorsque les lésions seront situées plus haut, donc sur le sigmoïde, on va plutôt faire des résections segmentaires, donc couper un morceau et couper de l'autre côté et faire une réanastomose, puisque les risques de complications et les risques fonctionnels de cette chirurgie sont bien moins importants. Il est possible que des lésions se développent dans la vessie, dans l'espace qu'on appelle vésico-utérin. Ça se traite toujours par des résections complètes d'un petit morceau de vessie. Ce n'est jamais un problème d'enlever un petit morceau de vessie, puisque la vessie est un espèce de ballon qui va s'expanser, et le fait d'enlever une petite lésion, même jusqu'à 2 cm, n'a pas de conséquences sur le long terme dans la fonctionnalité de la vessie. Le seul inconvénient de cette chirurgie-là, c'est un inconvénient immédiat, puisque pour qu'il n'y ait pas de fuite, donc il faut porter une sonde urinaire mettre une sonde urinaire en post-opératoire immédiat, et cette sonde urinaire va rester pendant 7 jours. Ça n'empêche pas de rentrer à la maison avec la sonde urinaire, mais il faut porter la sonde urinaire pendant 7 jours, de telle sorte que que le ballon ne se gonfle pas et qu'il n'y ait pas des urines qui partent dans le ventre. Nous sommes partis pour développer la prise en charge paramédicale pour qu'elle puisse être la plus complète possible. Donc nous allons développer 3 axes de prévention pour essayer de limiter les effets dus à l'endométriose. Nous allons aborder la sexualité, qui est une thématique qui revient énormément lors des consultations. Nous avons 3 axes de prévention qui sont extrêmement importants. Il y a le premier axe qui est l'axe de l'alimentation. Il s'agit de pouvoir adopter une alimentation anti-inflammatoire pour limiter l'effet inflammatoire de l'endométriose. Il y a le fait de pouvoir être en mouvement physiquement bien entendu. On reprendra après le fait d'être en mouvement psychologiquement. Et il s'agit de pouvoir limiter le risque de formation d'adhérence. Et puis, il y aura bien sûr le fait de prendre soin de votre bien-être mental, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, la sexualité. Voilà le menu. L'alimentation fait partie intégrante d'une approche globale pour lutter contre l'endométriose. Alors, c'est certain, elle ne va pas guérir l'endométriose, mais elle va nous permettre de soulager les douleurs, de réduire l'intensité des symptômes et elle va apporter une meilleure qualité de vie. Au niveau de cette alimentation, on va pouvoir agir à 3 niveaux. Donc tout d'abord, on va réduire l'inflammation. Cette inflammation, on va la réduire dans le choix de nos graisses, par exemple. Il y a les graisses anti-inflammatoires, il y a les graisses pro-inflammatoires. Les graisses anti-inflammatoires, ce sont ces fameuses oméga 3 qu'on retrouve surtout dans les poissons gras. On va aussi essayer de réduire le stress oxydant. Il faut savoir que quand on a une mauvaise hygiène de vie, notre corps fabrique davantage de radicaux libres. Ces radicaux libres, on peut en fait lutter contre. Notre corps fabrique aussi des antioxydants, mais on trouve aussi des antioxydants dans l'alimentation, donc en faisant la part belle aux fruits et aux légumes. Les polyphénols sont en fait une classe particulière d'aliments. On parle souvent de polyphénols qui sont intéressants dans le cadre de l'endométriose, par exemple le thé vert, le curcuma, le gingembre, les petits fruits rouges. Tous ces aliments sont vraiment intéressants à intégrer dans notre alimentation de tous les jours. Et puis le point le plus important vraiment pour réduire l'inflammation, c'est de réduire le sucre. Alors le sucre, ce n'est pas seulement les bonbons, les biscuits, les sodas, c'est aussi privilégier les céréales complètes par rapport aux céréales raffinées. Le deuxième axe d'intervention, c'est de limiter le climat œstrogénique. On sait que les œstrogènes jouent un rôle prédominant et important dans tout ce qui est croissance et développement de l'endométriose. Par l'alimentation, on va pouvoir jouer sur ce climat œstrogénique. On va donc essayer
de freiner tous ces aliments qui vont stimuler la production des œstrogènes. Je pense par exemple à l'alcool, au sucre, au café. On va être attentif aussi au surpoids, parce que quand on est en surpoids, on va aussi produire davantage d'œstrogènes. Un autre point qui est capital, c'est de ne pas trop s'exposer aux perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, en fait, ce sont des substances extérieures, mais qui vont venir perturber tout notre fonctionnement des hormones. Au niveau de l'alimentation, on est attentif au niveau de tout ce qui est viande rouge, parce qu'il y a toujours une accumulation de perturbateurs endocriniens dans le gras de la viande rouge. Je pense par exemple aux dioxines, au PCB. Également être attentif au niveau des produits laitiers qui sont relativement gras. Le beurre, le fromage, la crème fraîche sont des aliments qu'il faut essayer de réduire aussi. Et puis, à part cette alimentation, il y a aussi tous les contenants plastiques. Il faut essayer d'éviter un maximum d'utiliser des bouteilles en plastique, des gourdes en plastique, des tupperwares, c'est l'horreur, et vraiment aller privilégier systématiquement l'inox et le verre. Dans ce volet-là, il faut aussi se soucier du stress. Quelque part, quand on est trop stressé, on va produire beaucoup de cortisol, donc l'hormone du stress, mais ça va se faire au détriment de la progestérone. Or, cet équilibre œstrogène-progestérone, il faut vraiment faire attention à ne pas le perturber. Donc, le stress fait également partie des axes sur lesquels on peut jouer. Et enfin, tous ces œstrogènes, quand ils ont fait leur service, il faut finalement pouvoir les éliminer de notre corps. Donc ça va se faire par le biais d'une détoxification au niveau du foie, donc ce qu'on appelle une détoxification hépatique. Et là, on va conseiller de manger par exemple beaucoup de crucifères. Les crucifères, c'est toute la famille des choux, et principalement le brocoli. Donc tous ces aliments vont vraiment nous aider à mieux détoxifier les œstrogènes. Notre troisième axe d'intervention, c'est l'écosystème intestinal. Donc l'écosystème intestinal, c'est notre barrière intestinale et c'est notre microbiote, ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Il faut savoir qu'on a un grand nombre de cellules immunitaires qui se situent au niveau de l'intestin. Ce qui veut donc dire que l'intestin, c'est notre premier rempart contre tous les agents pathogènes, donc contre les virus, les bactéries, les toxines. Si on a une barrière intestinale qui est perturbée, qui est fragilisée, ça va également fragiliser notre santé. Donc on risque, en faisant ça, en ayant un intestin perturbé, une barrière intestinale qui est défaillante, on va nourrir un climat inflammatoire, ce qui n'est pas top non plus. Comment est-ce qu'on va agir? Donc principalement agir en amont. Il faut penser à toujours manger lentement, mastiquer, pour éviter que l'intestin ne doit compenser tout ce qu'on n'a pas fait, tout le travail qui n'a pas été fait en bouche. Ensuite, on va éliminer les aliments qui peuvent être agressifs pour notre barrière intestinale. Il y a le gluten, il y a l'alcool, le café et de nouveau le sucre aussi. Et puis, on va veiller à enrichir un maximum ce microbiote. Et là, on va pouvoir l'enrichir avec les fibres. Fibres qu'on va retrouver dans les céréales complètes, dans les fruits et dans les légumes. En fait, il y a un grand nombre de patientes finalement qui sont atteintes d'endométriose qui souffrent de tous ces problèmes digestifs, qui vont avoir en fait des crampes intestinales, un transit perturbé ou alors beaucoup de ballonnements. Donc si ces troubles sont fort importants, on peut aller encore un pas plus loin. Et alors on va instaurer une épargne digestive. Donc on va un petit peu éviter les crudités, privilégier les légumes cuits. On peut aussi faire une alimentation où on va faire une éviction de tous les aliments FODMAPs. Les FODMAPs, en fait, ce sont tous des aliments qui sont riches en sucre fermenté cible et qui ont tendance à venir exacerber tous ces ballonnements. Ça ne peut naturellement que se faire le temps de récupérer un bon intestin bien équilibré. Et la dernière piste, ça, ce sont donc les trois axes sur lesquels on peut agir au niveau de l'alimentation. Il nous reste aussi la micronutrition, c'est-à-dire les compléments alimentaires. Donc, si nécessaire, on va pouvoir recourir à ces compléments pour accélérer ou pour aider davantage. Ici, j'ai noté par exemple le magnésium, quand il y a un stress trop important, la glutamine pour restaurer la barrière intestinale, le psyllium pour rétablir en fait le transit, pour le réguler. La vitamine D, on dit toujours qu'elle est incontournable,
Également ici dans l'endométriose parce qu'elle va permettre de réguler l'inflammation. Et pour finir, donc la curcumine, qui est en fait la molécule active du curcuma. Cette curcumine, c'est un puissant anti-inflammatoire, mais en plus c'est aussi un antioxydant. Il va également agir au niveau de la détoxification hépatique, et en plus la curcumine permet aussi de bloquer la prolifération de toutes les cellules endométriales. Au sein de l'équipe, nous avons différents professionnels qui vous entourent pour vous remettre en mouvement. Donc l'importance en fait du mouvement, c'est que ce soit fait au quotidien. Il y a une prise en charge au niveau kiné, au niveau ostéopathie, au niveau fasciathérapie. Alors au niveau de la fasciathérapie, vous vous posez probablement cette question de qu'est-ce que c'est ? Donc déjà, pour commencer à parler de la fasciathérapie, il faut parler du fascia. Donc ce qui est important à dire, et qui n'est pas simple en très peu de temps, c'est que le fascia, en fait, vous avez vu qu'il s'écrivait F-A-S-C-I-A, donc ça n'a rien à voir avec le visage. C'est du tissu conjonctif qui est omniprésent au niveau de notre corps. Il est composé principalement de fibres, de cellules et de liquide conducteur, qui est principalement de l'eau. Il entoure toutes les structures du corps et relie aussi toutes les cellules. Il interpénètre en fait l'ensemble des organes, des muscles, des os, des fibres nerveuses et des vaisseaux sanguins. Donc du fascia, du tissu conjonctif, on en a vraiment partout à l'intérieur du corps. On a découvert, l'idée avant c'était que le fascia était juste une enveloppe qui entourait le muscle. Et en fait, on s'aperçoit, et les recherches sont toujours de plus en plus en cours actuellement, que le fascia, c'est vraiment un système facial au niveau du corps. Donc ça forme un squelette facial. Et d'ailleurs, si on nous enlevait nos muscles et nos os, nous aurions toujours la forme de notre corps grâce au système facial. Ce qui peut paraître surprenant par rapport aux représentations qu'on a d'habitude. Donc, le fascia, c'est vraiment un nouvel organe qui est un organe sensoriel et qui est interconnecté avec le système nerveux. Vous allez comprendre cette importance de l'interconnexion par la suite. Le deuxième point qui me paraît essentiel quand on parle du fascia, avant d'aborder la fasciathérapie, donc la thérapie du fascia, c'est cette notion de tenségrité. Dans tenségrité, on entend tension et intégrité. Donc le principe dans le corps et au niveau des fascias, c'est qu'on a en permanence des tensions continues et des compressions discontinues. Donc cet objet, vous l'avez certainement déjà vu, de près ou de loin. Et en fait, on constate que notre corps pourrait être un petit peu au niveau des fascias semblable, dans le sens où, quand on observe l'objet, on voit que quand il y a des compressions dessus, après il reprend sa position. Et en fait, pour tenir, quelque part, il a besoin en permanence de ces tensions et de ces compressions. Toute variation de tension, de position va se répercuter en fait sur toute la structure. Et vous allez comprendre qu'à un moment, quand on parle de douleur, ce qui se passe ou de mouvement, c'est que quand nous avons à l'intérieur du corps une douleur ou une résistance quelque part, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et du fascia? C'est qu'il y a une résistance. Au niveau de cette résistance, le fascia va devenir moins mobile et donc en fait il va y avoir un manque ou une absence de mouvement. Et donc l'important dans ce cas-là, c'est de ramener du mouvement à l'intérieur du corps. Pourquoi? Pour donc libérer le mouvement et permettre à nouveau à la structure d'être mobile, mobilisée et libre. Donc ramener un mouvement libre à l'intérieur du corps. Alors la fasciathérapie, en tout cas celle que moi je pratique, c'est la fasciathérapie méthode Danny Bois. Donc le rôle du fascia, vous aurez compris avec ce que j'ai dit avant, son rôle il est architectural. Il a un rôle de protection, de communication et de vascularisation. Quand on fait de la fasciathérapie, il y a vraiment deux orientations principales. On a de la thérapie manuelle et on a de la thérapie gestuelle.
dans le cadre de la thérapie manuelle. Donc c'est vraiment un toucher doux, bienveillant, où on pose les mains sur le corps et en fait on va à la recherche des tensions et des résistances que l'on perçoit. Et quand on perçoit une tension ou une résistance, que fait-on? On a toute une série de techniques, de manières de faire qui nous permettent en fait petit à petit de les amener dans une libération. La thérapie gestuelle, quant à elle, c'est une autre manière de bouger qui peut paraître surprenante parce qu'on réapprend quelque part à bouger notre corps et nos fascias de l'intérieur. Donc, ce n'est pas des gestes à faire de manière mécanique ou comme des exercices. La plus-value, c'est vraiment de faire des mouvements et de percevoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. La fasciathérapie, elle agit sur le corps, elle agit sur le mouvement et elle agit sur le psychisme. Pourquoi sur le psychisme? Parce que, comme je l'ai dit juste avant, le système facial est interconnecté avec le système nerveux. Et donc en fait, quand on fait de la fasciathérapie, quand on pose les mains sur le corps et qu'on travaille en thérapie manuelle, il y a 4 axes en fait qui peuvent être travaillés. L'axe biologique, l'axe physiologique, l'axe somatopsychique et on peut même aller jusqu'à un axe existentiel. En sachant que quand la personne vient nous voir, quand les femmes viennent nous voir, au départ c'est avec une douleur. Et l'idée, c'est qu'en travaillant en fasciathérapie, elles vont peut-être, après les séances, partir avec encore autre chose que juste la libération de la douleur, en fait. Et donc, la thérapie, elle est vraiment personnalisée en fonction de chaque personne qui est unique et en travaillant donc le fascia. Alors, pourquoi la fasciathérapie? Parce qu'en fait, le traitement du fascia a un double objectif. Traiter la pathologie, rendre la patiente consciente de cette problématique et des changements qui sont induits par la thérapie manuelle et gestuelle. C'est une thérapie où quand on la fait avec la patiente, on peut faire prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans le corps de la patiente. Donc on lui permet aussi de prendre conscience de ce qui est en train de se passer, de ce qu'elle vit. Et souvent, ce qui se passe quand on est dans les premières séances, c'est que la première révélation, quelque part, c'est de se dire « il est possible de percevoir mon corps sans douleur ». Et c'est comme si ça devenait une nouveauté, dans la mesure où quand on est dans une douleur en permanence, c'est quelque chose qui peut être étonnant. Alors pour qui? Toutes les patientes, donc là je reviens sur l'aspect de la technique manuelle faciale, avec des mobilisations douces, où l'idée est de libérer globalement le corps pour pouvoir ajuster le travail sur la zone qui est en lésion. Et donc ça arrive de travailler le bassin, le petit bassin, mais ça peut arriver d'aller travailler tout ce qui est thoracique, pulmonaire, les membres inférieurs, donc parce que comme le docteur Lehmann l'a dit avant, il y a aussi des compensations ou des douleurs qui peuvent être ailleurs qu'au niveau du petit bassin. La fasciathérapie et l'endométriose, donc les objectifs, c'est vraiment de se réapproprier quelque part tout cet aspect sensoriel. Donc on est dans une rééducation sensorielle. L'idée étant de préserver la cohérence urogénitale, psycho-émotionnelle de la femme, libérer le périnée et le centre tendineux, améliorer tout ce qui est rythmicité du petit bassin, et ça c'est fortement aidé par la suite quand on est en thérapie gestuelle, améliorer l'intégrité vasculaire et nerveuse, et ainsi que celle des membres inférieurs, réintégrer le périnée dans le petit bassin, le tronc, la globalité corporelle et tout ce qui est globalité somatopsychique. Chacune, vous arrivez avec votre propre parcours, avec votre histoire. Pour beaucoup, vous avez connu une errance médicale. On appelle errance diagnostique la période entre l'apparition des premiers symptômes et la date à laquelle un diagnostic précis est posé. Nous savons que l'errance diagnostique au niveau de l'endométriose est actuellement de 7 ans. De nombreuses personnes, considérant que les règles sont un phénomène naturel, pensent qu'avoir mal durant celle-ci est tout à fait normal.
Qui aura l'idée de trouver son médecin généraliste pour venir se plaindre d'un phénomène naturel? Or non, les règles qui font mal, ce n'est pas normal. C'est par ailleurs le slogan qui a été repris par la province de Liège pour ses campagnes de sensibilisation au niveau de l'endométriose. Quand je vous reçois, vous avez déjà écumé le cabinet de nombreux spécialistes. Vous avez espéré, vous vous êtes réjoui, désespéré, mis en colère, résigné. Vous avez repris espoir, vous avez cultivé le sens de l'autodérision. Vous serez entendu dire que vos douleurs sont imputables à elles seules à votre mauvaise gestion du stress. Comme psychologue, je ne suis pas là pour interpréter vos douleurs. Elles vous appartiennent, mais vous n'êtes pas seul. Ces douleurs vont générer des frustrations, elles vont modifier vos relations à vous-même, vos relations à l'autre, et il va falloir faire un travail d'acceptation tant au niveau de la douleur que de l'endométriose. L'acceptation, c'est une forme de gymnastique mentale. C'est un travail qui prend du temps et qui demande une certaine intégration. Vous allez reconnaître les douleurs, l'endométriose, ainsi que les émotions qu'elle génère, pour que progressivement, la souffrance psychologique ne vienne pas s'ajouter à la souffrance physique. Vous me faites souvent part de votre étonnement que vos douleurs sont enfin prises au sérieux, et que les questionnements ne se limitent pas à la sphère gynécologique, mais reprend les plaintes urinaires, les plaintes digestives, les douleurs lors des rapports sexuels, et aussi l'absentéisme tant professionnel que social. Au sein de l'équipe, nous avons une vision holistique, une vision globale de la personne. Nous ne traitons pas l'endométriose, nous traitons la femme atteinte d'endométriose. Nous vous rappelons que le meilleur baromètre, c'est vous. Nous vous invitons à vous sentir légitime dans toutes vos préoccupations et dans toutes vos questions. Dans cette prise en charge holistique, nous avançons évidemment avec vous. Nous avons besoin de votre confiance et avec le dynamisme de l'équipe, nous aurons pas mal de force pour pouvoir vous accompagner tout au long de notre parcours. Je vous rappelle nos 3 axes de prévention qui sont l'alimentation, le mouvement et enfin le bien-être psychologique et mental. Alors, au niveau de votre bien-être psychologique, il y a 2 volets au niveau de la prise en charge au sein de l'équipe. Il y a un premier volet qui est de la psychoéducation et un autre volet qui est de la psychothérapie. Il s'agit en fait donc de prendre en considération votre parcours de vie et d'accepter votre maladie. Il s'agit de ne pas se laisser entièrement définir par la maladie. Il s'agit de gérer l'incertitude, de vous réapproprier votre dossier médical, de vous sentir légitime dans toutes vos questions et vos interrogations, et en gros de vous remettre en mouvement sur le plan psychologique, d'ouvrir les possibles, de renouer avec un peu d'espoir. Vous avez différentes images qui ont été reprises. La première illustre les séances de psychoéducation, et donc là je vais m'aider de votre dossier médical, de schémas explicatifs, d'un carnet qui reprend votre parcours et les ressources au sein de l'équipe, et de temps en temps de divers documents pédagogiques bien ciblés. Le carnet de bord de mon endométriose, on le reprendra juste après. Il vient un peu en appui de votre parcours. Vous avez l'ensemble des renseignements que vous pouvez y retrouver. Et nous avons enfin les séances de psychothérapie qui se veulent les plus pratico-pratiques pour vous remettre en mouvement. Il ne faudrait pas oublier les séances de sophrologie qui sont mises en place avec Natacha. Donc nous comprenons bien que l'atteinte, quand vous êtes atteinte d'endométriose, il s'agit d'une atteinte chronique qui peut être multisystémique. Donc il s'agit de pouvoir vous réapproprier chaque temps de votre parcours et on essaie de se baser bien entendu sur les recommandations européennes. Il y a donc un accompagnement sur mesure et on essaye de vous inviter à être actrice de votre parcours. Donc, je vous rappelle que nous sommes toute une équipe avec un accompagnement sur mesure et nous avons différentes personnes ressources qui sont là pour coordonner un peu votre prise en charge. Vous avez une infirmière coordinatrice qui prend avec vous les rendez-vous, mais qui peut aussi déjà vous apporter toute une série
de réponse à vos questions qui reviennent régulièrement. Elle vient en coordination sur le plan médical, donc elle est un relais qui est intéressant avec les différents médecins. Vous avez les secrétaires que vous connaissez bien, vous avez des infirmières de référence au niveau hospitalier et vous avez une psychologue, moi-même, qui vient en coordination sur le plan paramédical. Alors voici un peu la feuille de route, c'est la feuille centrale qui reprend les différentes étapes de votre parcours. Nous avons en premier lieu le bilan. Nous vous remettons assez rapidement en action parce que vous avez vos missions, par exemple de bien veiller à être inscrite et reprise au niveau du réseau santé wallon. Nous allons ensuite reprendre sur base du bilan votre endométriose avec la localisation et la stadification qui va être précisée. Et nos gynécologues reprennent à l'aide d'un schéma, une explication au niveau des différentes localisations pour votre endométriose. La prise en charge médicale vient ensuite avec le rappel de votre traitement hormonal pour beaucoup d'entre vous. Si un avis ou une prise en charge est nécessaire par un spécialiste, on va alors vous le rappeler et vous orienter. Et alors, nous avons souvent un complément anti-inflammatoire. La prise en charge chirurgicale ne concernera bien entendu pas tout le monde. On essaie d'être le moins interventionniste possible et tout se fait de manière très concertée. Mais vous avez un rappel de votre chirurgie, un rappel au niveau, par exemple, d'une préparation intestinale, du rendez-vous d'anesthésie avant l'intervention chirurgicale. Donc voilà. Et puis nous avons tout le volet de prise en charge paramédicale avec quelques consultations clés sur main qui reprennent nos 3 axes de prévention, donc l'alimentation, le mouvement et l'aspect bien-être mental. Et puis nous avons toute une série de consultations spécifiques. Nous le savons, les patientes atteintes d'endométriose vont ressentir dans environ 30% des cas un impact sur leur sexualité, une gêne, des douleurs. C'est quelque chose que nous voulons vraiment prendre en considération. D'une part, d'abord, quel type de douleurs ressentez-vous? Elles sont variables au niveau du type de douleur, mais aussi de la localisation de la douleur. Des douleurs physiques qui vont pouvoir être décrites plus ou moins précisément, mais aussi des douleurs psychiques. Bien souvent, l'une allant avec l'autre, l'une ayant des répercussions sur l'autre. On voit là la dialectique du corps et de l'esprit, et on sait qu'il y a une influence non négligeable. Alors, on le sait, il y a un impact de la douleur et de la fatigue chronique sur le désir sexuel, et donc le couple va bien souvent être impacté. C'est là un passage de vie. J'ai envie aussi d'avoir un message positif, puisqu'il y a un travail qui peut être fait, un vécu psychosexo-émotionnel qui est accueilli, et des choses que nous pouvons mettre en place ensemble pour vous aider. Il y a également un impact potentiel des traitements hormonaux, l'humeur, mais aussi sur la sexualité, notamment une baisse de la lubrification et parfois des troubles du désir qui peuvent être ressentis. Nous souhaitons vous transmettre un message d'espoir, l'accueil de votre vécu, mais aussi du vécu de votre partenaire. C'est vraiment important pour nous de faire une place à chaque partenaire, de faire une place au couple pour que chacun puisse s'exprimer sur son vécu dans la vie quotidienne, mais aussi dans l'intimité et la sexualité. On le sait, la communication sexuelle est importante. On voit au niveau des études que plus un couple va communiquer sur sa sexualité, plus le degré de satisfaction va être élevé. Et donc dans ce passage de vie
liées à l'endométriose, nous pensons aussi que la communication et l'expression des émotions et de votre vécu psychosexuel est important. Nous travaillons également sur l'acceptation des changements que va générer l'endométriose, changements psychocorporels importants qui vont avoir également un retentissement dans la sexualité. Nous travaillons à mettre en place une sexualité adaptative. Bien sûr, les choses changent, les choses ne sont peut-être pas identiquement les mêmes qu'avant. Il y a des comportements qui sont différents, il y a des envies qui sont différentes. Parfois, il n'y a plus ou pas d'envie. Mais nous souhaitons vraiment aider chaque patiente, chaque couple à pouvoir maintenir une intimité, à pouvoir maintenir l'éveil des sens et à pouvoir maintenir une sexualité et une communication sexuelle au sein du couple. Nous avons parlé à plusieurs reprises de la douleur et nous savons au niveau de la sexualité qu'il y a un cercle vicieux qui peut se mettre en place au niveau de la douleur. Si vous ressentez une douleur à un moment donné, eh bien il y a de fortes chances que cela crée un stress dans votre corps, mais aussi un stress dans votre tête. Qui dit stress dit figement. Qui dit figement dit ressenti plus important de la douleur, diminution du désir, diminution de l'excitation. Et donc nous cherchons vraiment à travailler sur ce cercle vicieux pour le transformer en cercle qu'on pourrait appeler vertueux, ou en tout cas pouvoir amener des petits changements qui vont vous ramener de la confiance, plus de confort dans votre corps, plus d'intimité et de partage dans votre couple. La remise en confiance nous paraît aussi importante, la remise en confiance en vos ressources corporelles, mais aussi sexuelles. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que vous pouvez partager? Qu'est-ce que vous pouvez ressentir qui peut être agréable et qui peut vous amener à des découvertes positives, des redécouvertes positives sur vous-même, avec votre corps et dans l'échange avec le partenaire. Donc nous visons une réappropriation du plaisir dans votre vie d'abord, puisqu'on pense que ça passe par là, et à un niveau plus global dans votre sexualité et avec votre corps, évidemment, puisque votre corps reste votre boussole. Le travail en kinésithérapie périnéale, c'est la partie la plus spécifique, je vais quand même dire, de la kiné. Et on va d'abord prendre conscience de ce qu'est ce périnée, ce fameux muscle, parce que quand tout va bien, on n'y pense pas. Et puis c'est le jour où il y a un souci qu'on prend conscience de ce que c'est. Donc finalement, c'est un peu une découverte de cette zone qui existe entre nos jambes, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Ici, évidemment, c'est les femmes qui sont touchées, mais on va vraiment découvrir cette zone seule, accompagnée, avec un miroir, en touchant. Ça va être la première partie du plan de traitement. Ensuite vont venir les massages et les automassages. On va vous expliquer comment faire. À nouveau, on va repartir du toucher bienveillant, de pouvoir masser, de pouvoir décontracturer. Finalement, c'est un muscle comme un autre qui a besoin d'être délacé de temps en temps. Quand on a mal au dos, un bon massage, ça fait du bien. Au niveau du périnée, c'est la même chose. Comme il a tendance, à force de douleur, à rester en position fermée, on va aller chercher une ouverture tout en douceur. Le travail avec biofeedback, avec sonde, va être intéressant. Donc ici, la sonde est reliée à un écran, placé à l'intérieur du vagin, et on va apprendre à contracter et à relâcher. Et grâce à ce biofeedback à l'écran, on va pouvoir visualiser ce qu'on ressent. Et ça, c'est vraiment le plus important pour qu'une fois à la maison, on puisse ressentir ce qu'on a visualisé. En plus, en général, c'est assez ludique. Vous êtes une petite montgolfière, il faut aller chercher des petits oiseaux. On gagne des points. C'est une introduction au travail avec la Wii. Le TENS classique et endorphinique,
sont des courants qui sont très très fort utilisés en kiné lorsqu'il y a des douleurs. Le TENS classique, c'est la méthode du gate control, du portillon. C'est le principe quand on se cogne le coude, on va le frotter. Au niveau du TENS classique, on va stimuler en fait les fibres sensitives qui sont plus rapides et plus réactives que les fibres douloureuses. Donc on va un peu cacher l'influx douloureux comme cela et permettre alors un relâchement un petit peu plus marqué. Tandis que le TENS endorphinique, on est toujours basé sur la même chose, mais grosso modo, on va essayer de stimuler la production des endorphines sur la zone qui, grossièrement parlant, font référence aux hormones du bien-être. Et donc, à nouveau, on va avoir un relâchement un petit peu plus marqué. En dernier point, on va utiliser les dilatateurs, ou également appelés bougies. Les dilatateurs sont des moyens de pouvoir relâcher le muscle. On les appelle également bougies. Il y a différents diamètres, du plus petit au plus grand, et ils nous permettent d'avoir une pénétration. Bien que nous ne poussons pas à une sexualité pénétrocentrée, comme on peut en parler avec ma collègue Audrey en sexo, mais ça prouve au corps qu'il est capable d'avoir une pénétration sans trop de douleur. Donc finalement, tous ces moyens cités ici vous vont permettre de vous réapproprier à nouveau votre corps, en tout cas vous réapproprier cette partie du vagin qui est douloureuse et de pouvoir vous montrer qu'on peut casser ce cercle vicieux et rentrer un peu dans un cercle vertueux et de se dire qu'on peut avoir du plaisir et pas que de la douleur sur la zone. Merci. Voici la thématique de la douleur. Donc, au sein de l'équipe, nous avons un algologue, une médecin généraliste spécialisée au niveau de la douleur, et tous deux vont être en coordination avec le centre de la douleur si nécessaire. Vous avez les aspects de neurostimulation qui ont été introduits par Maïté Argento, qui est notre kiné. Vous avez l'hypnothérapie, qui est proposée par Audrey Boclaville. Nous avons la nutrithérapie qui peut être bénéfique quant à la douleur, et nous avons d'autres aspects que nous ne développons pas ici. Il existe plusieurs types de douleurs, des douleurs chroniques ou des douleurs aiguës. Aussi, il y a des douleurs inflammatoires ou neuropathiques. Pour cet ensemble de douleurs, nous avons des antalgiques. Tout d'abord pharmacologiques, hormonales, ou des antalgiques pures, ou non pharmacologiques. Dans la famille des pharmacologiques, nous utilisons d'abord les anti-inflammatoires comme premier choix. Attention donc de bien penser aux contre-indications qui sont les ulcères ou l'insuffisance rénale. Après, nous avons le Drafalgan, ou plus communément le paracétamol. Si la douleur n'est pas encore tout à fait gérée, nous avons le palier numéro 2. Ce sont donc les tramadol, le contramal. Ensuite, si la douleur encore est pas totalement gérée, nous avons les morphiniques dans certains cas. En cas de douleur neuropathique, tout ce qui est brûlure, picotement, engourdissement, nous avons des traitements bien spécifiques. Ensuite, nous avons tous les traitements non pharmacologiques, comme la neurostimulation, comme l'acupuncture, comme l'hypnose ou la nutrithérapie. Alors, il est important d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire et donc de se mettre en relation avec la clinique de la douleur quand c'est nécessaire. Quelques conseils. Il est important de prendre des antidouleurs dès que la douleur apparaît. Il faut savoir que tous ces traitements sont sous prescription, soit par votre gynécologue, votre médecin traitant, ou encore la clinique de la douleur. En cas d'intervention, tous les antalgiques donc, sont compatibles avec une anesthésie, donc il ne faut pas hésiter d'en prendre avant l'intervention. Si vous avez des questions au niveau de la douleur, l'anesthésiste en pré-op est là pour y répondre. Sachez aussi que si vous avez des questions par rapport à votre douleur, vous pouvez venir me voir en consultation.
On aborde un autre point de l'endométriose, à savoir l'infertilité, avec différents volets. Je pense qu'avoir un centre de procréation médicalement assisté au sein d'un centre d'endométriose est primordial, puisque ça concerne beaucoup de patientes, et même s'il n'y a pas de projet bébé actuel, puisque la maladie évolue et le parcours de la patiente évolue aussi au cours de cette maladie, nous pourrions avoir une patiente jeune qui n'a pas de projet bébé actuel, mais dont l'endométriose nécessite par exemple une cryopréservation ovocitaire, j'y viendrai après. C'est d'ailleurs pour ça que l'on travaille en collaboration avec le service de procréation médicalement assistée du CHC, qui fait partie de nos réunions pluridisciplinaires une fois par mois. On ne l'a pas vraiment abordé, mais on se réunit tous une fois par mois pour discuter des différents cas des patientes, avec un débriefing radiologique avec le radiologue qui est également présent, avec les gynécologues, les chirurgiens digestifs, bref, les différents intervenants, et notamment un médecin du service de PMA. Message important, donc je suis assez positive. Toute femme qui a de l'endométriose n'aura pas forcément des problèmes de fertilité, mais on le sait, ça peut faire partie des symptômes et des causes, des motivations de consultation. Les mécanismes sont divers et variés. Il y a l'inflammation, le fait que les organes sont moins mobiles les uns par rapport aux autres. On ne va pas rentrer non plus dans les détails plus physiopathologiques de l'infertilité. La chose à retenir, c'est qu'on tient compte de cela dans votre parcours et on sera là pour vous apporter les aides possibles, à savoir l'ostéopathie, éventuellement la chirurgie ou la PMA. Ici, c'est une diagramme qui illustre la cryopréservation ovocitaire. Donc, comme je le citais précédemment, ce n'est pas parce qu'on a un projet différé de maternité qui ne motive pas à orienter les patientes en consultation de PMA, à savoir si l'on met en évidence des lésions d'endométriose sur les ovaires de plus de 3 cm chez une patiente jeune qui n'a pas encore d'enfant, avec a priori une réserve ovarienne faible, c'est illustré ici par la MH inférieure à 1, on va proposer à la patiente de rencontrer un médecin, à savoir le docteur Lebrun, qui fait partie du service de procréation médicalement assistée pour envisager une cryopréservation ovocitaire, et en espérant ne pas en avoir besoin, mais si dans le futur de la patiente et de la maladie de l'endométriose qui progresse, on pourra avoir un jour besoin de ces petits œufs. Et donc, on anticipe les choses au long cours, d'où l'intérêt d'avoir un travail de collaboration avec le service de PMA. Dans mon cabinet, j'ai 2 types de patientes qui viennent me voir. Les patientes qui ne savent pas qu'elles ont de l'endométriose. Donc là, c'est clair que je devrais les rediriger vers le centre de l'endométriose pour une prise en charge plus spécifique au niveau de l'endométriose. Et ces patientes viennent me voir dans un premier temps pour un projet bébé, mais elles ne savent pas qu'elles avaient de l'endométriose. Et le deuxième type, c'est des patientes qui sont prises en charge dans le centre de l'endométriose, qui ont été opérées, donc, voire même multi-opérées, et donc qui ont déjà fait un long trajet, et donc qui viennent me voir en cabinet, donc toujours pour ce projet bébé. Donc, je pense que l'accompagnement ostéopathique pourra aider donc ces patientes dans leur projet de maternité. Hein, je dis toujours que quand bébé tant désiré se fait tant attendre, un petit coup de pouce à la nature peut s'avérer utile. Et c'est là que l'ostéopathie pourra s'avérer utile. En quoi consiste le traitement? Lors d'une séance, en général, moi je regarde souvent donc, les anomalies mécaniques. Donc je regarde d'abord la posture, parce que je pense qu'il y a 80% des patientes qui viennent me voir qui ont un problème de posture, qui va donc se répercuter au niveau du bassin après au niveau abdominal, et donc du coup on aura des problèmes de vascularisation au niveau donc, du petit bassin. Donc moi, je vérifierai d'abord donc, les anomalies mécaniques, avec des anciennes chutes, des chocs, des traumas.
qui engendre donc un déséquilibre global et qui va empêcher le développement de l'œuf fécondé. Pour qu'un embryon puisse se développer normalement dans la muqueuse de l'utérus, il faut essayer d'avoir une vascularisation optimale au niveau de l'utérus. Sinon, on ne pourra pas arriver à une grossesse qui arrivera à terme. Donc, le gros du travail au niveau ostéopathie se fera principalement au niveau du ventre. Ce sera un travail viscéral. On va essayer de libérer de manière douce et méticuleuse pour libérer toutes les tensions physiques, pour récupérer la mobilité. Tous les organes doivent bouger les uns par rapport aux autres. Et donc là, au niveau de l'ostéopathie, ce sera principalement ça, le cheval de bataille, c'est refaire bouger les structures les unes par rapport aux autres. Donc l'intervention de l'ostéopathe s'effectue par voie externe, en tout cas en ce qui me concerne. Maintenant, je sais que j'ai des collègues qui sont plutôt sages-femmes, ostéopathes, qui eux peuvent agir par voie interne. Moi, j'agis par voie externe essentiellement. Donc ça, c'est ma façon de travailler. Alors, bien sûr, afin de favoriser la venue d'un bébé, le traitement ostéopathique se fera en complément du parcours médicalisé, donc en PMA essentiellement, avec des prises en charge multidisciplinaires, comme on en a parlé ici tout au long de la soirée. Il y aura souvent aussi l'alimentation, mais aussi la psychologue qui rentrera en ligne de compte. Alors dans le cas de l'endométriose, le traitement ostéopathique il vise également au confort et à la détente de la patiente, afin qu'elle puisse retrouver une certaine sérénité lors de cette épreuve qui est souvent très invalidante et très difficile à vivre. Dans de nombreux cas, le traitement apportera une diminution de la douleur au niveau de l'intensité et de la fréquence. Au niveau de l'équipe, nous tenons à ce que l'endométriose soit diagnostiquée le plus tôt possible. Et donc on entend souvent des adolescentes qui sont pliées de douleur aux premières règles, voire qui ont des nausées, des vomissements, et peuvent aller jusqu'à un évanouissement. Ces adolescentes, il est important de pouvoir les écouter, de ne pas banaliser leur douleur, et donc nous avons conçu une consultation qui leur est entièrement dédiée. On n'est pas dans un décor gynécologue classique, c'est dans le service de pédiatrie, un petit décor bien sympa. Les consultations se font le mercredi et vous aurez alors deux médecins qui vont les recevoir, une gynécologue pédiatrique, et oui ça existe, le docteur Baouin, et une endocrinologue, le docteur Chimou. Elles vont prendre en considération leur parcours, écouter et sensibiliser leurs parents et mettre en place un traitement qui se voudra préventif. Que serions-nous sans vous? Que serions-nous sans les associations de patientes qui pour nous sont très importantes parce qu'elles sont le porte-parole de votre parcours, elles sont le porte-parole de vos besoins. Nous sommes souvent en contact avec l'association Toi Mon Endo, qui est présidée par Laura Lequeux, donc une jeune femme dynamique qui a un parcours d'endométriose et qui vient régulièrement d'ailleurs témoigner lors de conférences que nous organisons. Nous vous invitons à aller la contacter via son site internet pour que vous puissiez comprendre un petit peu ces différentes missions qui sont de l'ordre de la prévention, au niveau des écoles par exemple, de l'ordre de l'information et de la sensibilisation et mobilisation du monde politique et de la santé. Je m'appelle Laura, j'ai 23 ans et il y a 1 an et demi, j'ai créé une association qui s'appelle Toi Mon Endo et qui a pour vocation de parler d'endométriose. Alors pourquoi est-ce que j'ai créé cette association? Car j'ai moi-même été diagnostiquée étant atteinte d'endométriose il y a un peu plus de 3 ans et demi maintenant. Et quand on m'a annoncé ce diagnostic, je me suis sentie très seule, c'était très tabou, on ne parlait vraiment pas beaucoup. Et donc j'ai créé Toi Mon Endo pour briser ce tabou.
Quelles sont les missions de Toi Mon Endo? Alors tout d'abord, c'est l'enseignement. Parce que moi-même, je me suis toujours dit, mais mon Dieu, si seulement on avait parlé quand j'étais à l'école secondaire. C'est comme ça que j'ai établi en fait le premier objectif de l'association. Je me suis dit, ok, je vais aller dans les écoles. C'est donc ce qu'on a fait, et grâce au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on va depuis octobre 2021 sensibiliser dans toutes les écoles secondaires de Wallonie-Bruxelles. La deuxième mission de Toi Mon Endo, c'est la sensibilisation au plus large public. Bah oui, fatalement, si on sensibilise les plus jeunes, il faut ensuite sensibiliser les parents, les grands-parents et les proches. Et donc c'est ce qu'on fait dans les hôpitaux, lors d'événements, par tous les biais possibles. La troisième mission de Toi Mon Endo, c'est qu'on initie des démarches politiques avec l'aide de nombreux députés qui nous soutiennent dans ce projet. Bah oui, on pense que c'est très important de pouvoir reconnaître la maladie, d'avoir des remboursements, et même d'un côté légitimité, c'est important de pouvoir se dire, bah oui, en fait, ce qu'on a, c'est une vraie maladie, elle est reconnue comme telle, et on nous croit. L'endométriose étant une maladie complexe, nous encourageons vivement une prise en charge pluridisciplinaire, comme le propose le Centre liégeois de l'endométriose au Mont-Ligia. Alors n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, Toi Mon Endo est là pour vous. Donc l'endométriose est une maladie dont on ne guérit pas, mais que l'on peut soigner grâce à la collaboration entre soignants et soignés. Donc pour nous, c'est essentiel d'avoir cette prise en charge pluridisciplinaire, mais d'autant plus qu'elle est du sens pour vous. Donc nous tenions particulièrement à vous remercier pour votre confiance et votre participation. Un tout grand merci à vous.